Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez bien dit, je suis Sadibou Diop. Donc, je suis conseiller expert en toxicomanie, mais également en réduction des risques. Donc, toujours dans ce domaine-là, en addictologie. D'accord. Voilà. Donc, après quelques années, donc 4 ans, où j'ai travaillé au Canada dans la réduction des risques et dans un centre de consommation supervisée, je suis rentré au Sénégal il y a quelques mois où j'ai ouvert un cabinet d'expertise et de consultation en toxicomanie qui s'appelle le cabinet Dopamine. Donc, je peux être joint au 221, donc 78 172 24 29 ou cabinetdopamine@gmail.com. D'accord. Donc, où j'exerce, je prends en charge des patients, mais je travaille aussi avec le secteur communautaire, ONG, organismes de la place, dans ce sens-là. Et quand on parle d'addiction à la drogue, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à un mauvais usage de ce qu'on appelle de la drogue. Parce que pour faire un bref historique, la drogue, Mhm, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, consubstantiel à l'être humain. mhm, Ça existe depuis que l'humain est humain. mhm, Maintenant, on s'est rendu compte que certaines substances étaient en mesure de modifier le fonctionnement du cerveau et de procurer du plaisir, en mhm, tout cas, à un certain degré, d'être nocif mhm, et pour finir par enchaîner la personne et d'en faire quelqu'un qui devient dépendant à l'usage des produits. mhm, Donc, d'où le terme toxicomane qui est très connoté, que j'aime pas trop utiliser de toute façon. mhm, Je préfère substituer le terme de consommateur de drogue, consommateur de produits. mhm, Mais voilà, toujours pour dire que la drogue ou le toxicomane, si on peut dire ça, mhm, est quelqu'un, selon l'entendement qu'on en a, qui est aux prises avec l'usage pathologique mhm, de drogue. mhm. Et quelles sont les drogues les plus nocives? Alors, pour ce qui est de la nocivité, il n'y a pas une drogue plus nocive qu'une autre, Mhm, en fait. Ce qui se passe, c'est la relation mhm, que la personne entretient avec le produit ou mhm, la drogue, si on mhm, veut. Il y a une classification de drogue qui existe à l'époque, mais qui n'est plus très répandue, qui n'est plus de mise. mhm, Où on mettait une classification des drogues dures, moins dures, des drogues douces, légales, illégales, etc. mhm, Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on est, en tant qu'individu, avec beaucoup de particularités d'une personne à une autre, tous sensibles à un degré différent mhm, à l'usage d'un produit. mhm, Ce qui fait qu'il faut garder en tête ce qu'on appelle la loi de l'effet. C'est-à-dire que la drogue, c'est l'usage de drogue plutôt, c'est la rencontre entre trois facteurs. D'abord, il y a l'individu, comme on vient d'en parler, donc son âge, son genre ou sexe, c'est son niveau de santé mentale, de santé tout court, globalement. Il y a aussi le produit en tant que tel. C'est quel genre de produit, à quel rythme il est consommé, dans quel contexte, la pureté du produit, la dose, etc. Donc tout ça, ça peut varier. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'environnement. Dans quel contexte le produit est consommé, etc. L'environnement de l'individu qui consomme, est-ce qu'il consomme seul, est-ce qu'il consomme avec des pairs consommateurs, est-ce qu'il a un tissu social qui est bien structuré ou pas, est-ce qu'il bénéficie d'appui, il travaille pas, etc. Donc plein de variables qui pris en globalité, donc individu, environnement et produit, mhm. constituent aussi le repère qu'on peut retenir pour apprécier en tout cas la consommation d'une personne. D'accord. Et quelles Mais sont les drogues qui mènent souvent à la folie? euh, ça dépend de, comme je le dis, de l'usage qu'on en fait. Mhm, Parce qu'en fait, il faut garder en mémoire une petite classification des drogues, par exemple, enfin de l'usage de drogue. Parce que c'est l'usage qui est problématique. Ce n'est pas exactement. tant le produit en Mhm, lui-même, mhm, mais c'est l'usage du produit qui pose problème. d'accord. Donc il y a souvent des personnes qui, par curiosité, par juste envie comme ça de goûter, Mhm, vont peut-être essayer une drogue ou une autre, de manière générale, que ce soit l'alcool, le tabac, le cannabis ou des drogues dites dures comme l'héroïne, la cocaïne ou d'autres aussi qui n'ont pas beaucoup, qui circulent pas encore beaucoup ici au Sénégal. Donc ce sera juste un usage
découverte un usage récréatif, on va dire ça, où il n'y a pas beaucoup de dégâts. Peut-être souvent même, la personne va en rester à une première expérience et s'arrêter là tout court. Elle n'ira pas plus loin. Après, il y a ce qu'on appelle l'usage nocif ou l'abus. C'est-à-dire que la personne a pris goût à la consommation et réitère ses consommations, il va consommer de plus en plus. Et là, il va y avoir quelques petits problèmes. Mais il n'y a pas encore de dépendance. Donc voilà, on peut arriver saoul, on peut rater Donc, ses tant qu'il n'y a cours. pas de dépendance, il n'y a pas de problème. Si, il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes sanitaires parce que quelqu'un qui consomme, par exemple, qui s'injecte de l'héroïne, sans pour autant être dépendant, il peut avoir des problèmes juste sanitaires parce qu'il peut avoir un abcès, il peut avoir échangé son matériel d'injection avec une personne d'autre qui serait infectée par le sida ou par des hépatites qui se transmettent. La personne n'est peut-être, il suffit juste d'une fois qu'on soit pas assez prudent, qu'on ne respecte pas la prophylaxie parce que normalement c'est du matériel à usage unique. Donc si on rate le coche un peu, bon, on peut être infecté alors qu'on n'est pas forcément dépendant. La dépendance, c'est quand c'est le niveau ultime, on va dire, où la personne est consciente de ses problèmes, mais ne peut plus faire marche arrière, ne peut plus se passer de consommer. Même si elle sait qu'elle a envie, elle fait tout ce qu'il faut pour arrêter, mais le produit a pris tellement de place que c'est le corps, c'est le cerveau, c'est l'organisme qui réclame maintenant le produit et qui prend tout le contrôle de la personne. Là, il n'y a plus de place pour autre chose, c'est que le produit qui existe et rien d'autre. Voilà, là on arrive à l'étape ultime qui est vraiment ce qu'on appelle la dépendance ou l'addiction. D'accord. Et au Sénégal, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes Mhm, qui utilisent la drogue, mhm, tant chez les hommes que chez les femmes. Et mhm. pouvez-vous un peu nous expliquer ce phénomène? Ce phénomène est un phénomène qui n'est pas encore vraiment étudié. Ce que je peux en dire, c'est qu'il y a eu une enquête récente qui concerne plus la consommation de tabac au niveau des adolescents dans le milieu scolaire, où les résultats étaient alarmants. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça a été questionnant et on s'est rendu compte que l'âge d'entrée dans cette consommation tabagique, qui aussi constitue une addiction, banalisée malheureusement, mais qui n'est pas sans risque, que les étudiants, enfin les élèves des cycles secondaires étaient déjà précocement concernés par cet usage-là. Et il n'y avait pas vraiment de différence entre les genres, c'est-à-dire que ce soit des garçons ou des filles, c'était quasiment indifférencié, avec une légère tendance plus forcément, probablement pour les garçons que pour les filles, mais c'était quand même pas si significatif que ça. Donc voilà, après, c'est pas parce qu'on consomme un produit qu'on va y rester, et c'est pas parce qu'on consomme un produit qu'il y a ce qu'on pense souvent, un effet de gradation ou un effet d'entraînement. C'est-à-dire que c'est pas une relation mathématique, c'est pas parce qu'on a essayé une fois une cigarette que le lendemain ou plus tard on va consommer du cannabis ou ainsi de La suite. Il n'y a pas cocaïne et cette autres. gradation, c'est pas une relation mathématique, quoi. Ça dépend, comme je l'ai dit tantôt au tout début, de beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans. Mhm. Et pour le sevrage, quelles sont les Mhm. méthodes que vous utilisez le plus souvent? Les méthodes les plus connues, enfin, le sevrage dépend déjà du produit utilisé, du produit, de ce que cherche la personne. Parce qu'il y a ce paradigme, ce qu'on appelle la réduction des risques. C'est-à-dire on accompagne la personne là où elle en est par rapport à là où elle veut aller. Si la personne cherche l'abstinence, on peut l'accompagner à arrêter de consommer. Si pour X raison, la personne juge qu'elle n'a pas envie d'arrêter, donc là, le principe de la réduction des risques, par exemple, c'est d'accompagner la personne et de faire de sorte qu'il y ait le moins d'effets négatifs autour de sa consommation, qu'elle soit responsable, qu'elle évite le plus possible de se faire du mal, de s'exposer, d'exposer son entourage, etc. Jusqu'à ce qu'elle décide, parce que c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. On ne peut pas contraindre. Donc, dans ce cas, ce ne sera pas un arrêt Ce ne total, sera pas mais un une arrêt, réduction une de réduction la progressive de la consommation. consommation. D'accord. Après, si pour certains produits comme par exemple l'héroïne, en tout cas les opiacés de manière générale, il y a des produits de substitution.
qui sont sous supervision médicale, parce que c'est des produits médicaux, évidemment, des médicaments, qui imitent l'effet du produit, de la drogue, dans le cerveau, dans l'organisme, mais sans les méfaits. Donc, ils sont prescrits avec une évaluation médicale au départ et administrés à la personne sous surveillance, sur supervision médicale. On a l'exemple du CEPIAD, rattaché à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Fann, où les personnes qui sont sous substitution peuvent aller chercher leur méthadone de manière quotidienne, ou ça dépend de ce qu'ils ont convenu avec le personnel soignant. Pour ce qui est des autres produits comme la cocaïne, il n'y a pas, pour le moment, on n'a pas encore trouvé de substitution. C'est plus un accompagnement psychosocial, ou en tout cas des dispositifs de prise en charge qui n'existent pas malheureusement à l'heure actuelle, comme des centres de cure, de désintoxication, où les personnes peuvent être accompagnées pour le sevrage, si elles le décident, des choses comme ça. Pour le cannabis, c'est à peu près la même démarche, un peu plus longue aussi. C'est plus des thérapies ce qu'on appelle les TCC, des thérapies comportementales, voilà, avec des accompagnements des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés qui prennent en charge les personnes. Pour ce qui est de l'alcool, il y a des substituts aussi. Je ne sais pas pour le coup où en est le Sénégal, mais il existe des molécules comme le baclofène qui est assez récent, qui peuvent aider aussi à réguler la consommation d'alcool. Ce qui est le cas aussi déjà pour le tabac avec les patchs, les chewing-gums, enfin beaucoup de choses qui sont déjà sur place pour aider la personne à se sevrer du tabac. D'accord. Et pour le cas d'une personne qui a été traitée pour un sevrage et qui va rechuter, comment vous allez faire le suivi? Alors, pour cette situation-là, une personne qui rechute, je serais tenté de dire qu'il faut distinguer deux processus dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la rechute de manière générale. Mais avant la rechute, il se peut que ça fait partie du processus. La personne décide d'elle-même de se prendre en main, de se faire aider et d'arrêter de consommer. Ça vise plus ou moins l'abstinence particulièrement, donc le sevrage de quelques produits que ce soit. Alors là, la personne est prise en charge dans un centre qui est adapté, éloigné du produit. Donc le contexte aussi joue. Souvent, c'est des centres qui sont éloignés des villes pour éviter la tentation, enfin plein d'autres choses comme ça. Il peut arriver qu'en raison d'un stress particulier, de l'enfermement ou de l'isolement, etc., du changement de contexte, la personne chute. C'est ce qu'ils appellent plus un faux pas, mais ça n'entame en rien, ça n'enlève en rien la volonté qu'a la personne d'arrêter. Ce qui est différent de la rechute, qui est vraiment un retour dans les consommations, dans les habitudes plutôt de consommation, puisque c'est plus des habitudes de consommation, et qui fait partie d'un cycle qu'on appelle le cycle de Prochaska et de Di Clemente, pardon. Donc, où il y a plusieurs étapes qui se suivent comme ça, où à un moment donné, la personne arrive à se sevrer, et ce qu'on appelle l'étape du maintien, arrive à sortir peut-être de la consommation, ou rechute justement, et repart dans le cercle. Voilà. Mais ça fait partie du processus, et il y a une prise en charge qui est prévue pour les personnes qui sont concernées. C'est-à-dire, dès la chute, dès l'accident, on essaie de faire le point avec la personne, de savoir ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que la personne a été tentée, etc. Et de faire un plan avec la personne, parce que tout se fait avec l'accord de la personne, sinon ça n'a aucun intérêt. On ne peut pas imposer à une personne de faire quelque chose contre son gré, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, et la personne essaie de se situer dans ce cercle-là, avec l'aide des soignants, donc du staff médical, mais aussi avec un appui psychosocial assez conséquent, jusqu'à ce que la personne ait suffisamment les ressources pour rebondir et se mettre droit dans ses bottes.